Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce dimanche 4 mars 2018. Le président russe a dévoilé jeudi de nouveaux missiles conçus et fabriqués par la Russie pour assurer, selon lui, les intérêts de Moscou à travers le monde. Le chef du Kremlin a ainsi présenté des nouveaux types de missiles de croisière avec une portée illimitée ou hypersonique, des mini-submersibles à propulsion nucléaire ou encore une arme laser dont il est trop tôt pour évoquer les détails selon ses propres termes. Lors de son adresse annuelle aux parlementaires russes, Vladimir Poutine a expliqué que le développement de ces nouvelles armes était une réponse au retrait des États-Unis du traité ABM de réduction des armements stratégiques en 2002 et au déploiement de systèmes antimissiles américains en Europe de l'Est et en Corée du Sud. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette nouvelle démonstration de force de la Russie et ses conséquences et la réaction des États-Unis. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Les États-Unis ont vivement critiqué la nouvelle génération d'armements russes et de sous-marins hypersoniques invincibles annoncés par le président russe, accusant Moscou de se soustraire à ses obligations internationales. Vladimir Poutine a énuméré pendant près d'une heure les dernières armes de haute technologie de la Russie avec images de synthèse, infographie et vidéos à l'appui. Il a ainsi présenté des nouveaux types de missiles de croisière avec une portée illimitée ou hypersonique, des mini-submersibles à propulsion nucléaire ou encore une arme laser dont il est trop tôt pour évoquer les détails. Si M. Poutine a assuré ne menacer personne et ne pas prévoir d'utiliser ce potentiel de façon offensive, la diplomatie américaine a jugé que le président russe n'avait pas eu une attitude digne d'un acteur mondial majeur. Certainement, il est vraiment dommage de voir une animation vidéo représentant une attaque nucléaire contre les États-Unis. Je veux dire que c'est quelque chose que nous n'avons vraiment pas aimé regarder. Nous ne considérons pas cela comme le comportement d'un acteur international responsable. Je veux juste que cela soit très clair. Nous ne le considérons tout simplement pas comme responsable. Selon le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, les armes russes sont désormais capables de transpercer tous les systèmes antimissiles existants. Le parapluie de défense antimissile américain se révèle ainsi être une passoire, a-t-il affirmé dans un communiqué. Pour la Maison-Blanche, la volonté de Moscou de développer ses capacités militaires, dont le président russe vient d'annoncer les détails, n'est pas surprenante. Le président Poutine a confirmé ce que le gouvernement des États-Unis savait déjà, bien que la Russie lui démentit. La Russie développe des armes déstabilisantes depuis plus d'une décennie en violation directe de ses obligations dans le cadre des diverses conventions. Le président Trump comprend les menaces qui pèsent sur l'Amérique et nos alliés au cours de ce siècle et il est déterminé à protéger notre patrie et à préserver la paix par la force. Les capacités de défense des États-Unis sont et demeureront inégalées. Et maintenant, grâce au nouveau budget de 700 milliards de dollars consacré à la défense, notre armée sera beaucoup plus forte que jamais. Un examen sommaire de la posture nucléaire de notre président montre clairement que l'Amérique va de l'avant en modernisant son arsenal nucléaire et en s'assurant que ses capacités demeurent inégalées. Le Kremlin a réfuté vouloir se lancer dans une nouvelle course aux armements avec les États-Unis. Le président Poutine a précisé que cela ne devait absolument pas être considéré comme le début d'une course aux armements. Ce sont les mesures prises par la Russie en réponse à la destruction du traité sur les missiles antibalistiques, au retrait des États-Unis de ce traité et au processus actif de création d'un parapluie antimissile mondial qui, à son tour, est évidemment capable de remettre en cause la parité stratégique à l'avenir. Ce dont le président a parlé hier, c'est de la garantie du maintien de la parité stratégique, qui est nécessaire pour maintenir la paix et la stabilité dans le monde. La Russie n'a pas l'intention de se laisser entraîner dans une course aux armements.
La Russie a été et restera fidèle à ses obligations internationales, a ajouté le porte-parole du Kremlin. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne par Skype depuis Paris avec M. Alain Benhagen, président du réseau Voltaire France. Et bonsoir. Bonsoir, M. Benhagen. Merci d'être en ligne avec nous. Nous sommes également en ligne, toujours par Skype, depuis Montréal avec M. Robert Bibeau, éditeur du web magazine Les 7 du Québec. Je vous propose... Bonjour, M. Bibeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous propose tout de suite de rejoindre à Paris M. Benhagen. M. Benhagen, merci d'être en ligne avec nous. Alors, de nouveaux types de missiles dévoilés jeudi par le président russe Vladimir Poutine. Est-ce que cette démonstration de force de Vladimir Poutine est une réponse à la nouvelle posture nucléaire des États-Unis? Est-ce que M. Poutine a joué à l'équilibre, à la parité stratégique entre la Russie et les États-Unis, ou bien, comme le prétendent les États-Unis, alors cela va risquer de contribuer en effet à une nouvelle course aux armements? Alors, c'est une réponse aux diverses provocations des États-Unis continuelles, et c'est aussi un petit peu une réponse à la diarchie qui fait jour aux États-Unis aujourd'hui, avec d'un côté l'État profond et les fauteurs de guerre. On sait que du côté de l'État profond et de la famille Clinton notamment, ces gens-là n'hésiteraient nullement à fomenter une guerre mondiale. De l'autre côté, Trump est d'un côté plus intéressé par la politique intérieure et d'essayer de redresser le pays. Et il semble devoir laisser à l'État donner des concernant la politique internationale. Donc, plus que des affaires d'équilibre des forces nucléaires, je pense que la problématique vient de l'affrontement direct entre les États-Unis et la Russie sur le théâtre syrien, d'une part, principalement, et aussi sur le théâtre du Donbass ukrainien. Deux points qui peuvent être des affrontements directs et des possibilités d'escalade. On peut parler ici d'escalade, puisque nous savons que les États-Unis sont présents militairement en Syrie, et que maintenant l'armée russe, en tant qu'armée au sol, on a su que l'infanterie russe était déployée à Damas, à la Ghouta orientale. Donc ces deux armées sont face à face et peuvent déclencher des incidents, voire des combats d'un moment à l'autre. Alors il était temps que face à ces provocations, la Russie fasse une espèce d'ultimatum, on va dire, moi je vois ça comme ça, en disant aux États-Unis, faites très attention parce que dans le cas d'un conflit, classique, vous ne pourriez pas gagner. Alors ils en ont déjà montré la preuve avec diverses armes électroniques, diverses capacités sur le théâtre syrien, mais également nous avons la possibilité de passer au-delà de votre parapluie nucléaire, de votre système antimissile, et nous avons la possibilité de riposter. Donc c'est une réponse du berger à la bergère, à mon avis, qui va bien au-delà de ce problème d'équilibre des forces, mais qui est plus précisément tendu sur la réalité aujourd'hui des conflits potentiels, sans oublier évidemment le conflit du Donbass qui risque à tout moment d'éclater. Et on a vu que les États-Unis avaient livré des armes d'une façon importante au nasillon de Kiev, et là aussi, ça pourrait être extrêmement dangereux. Voilà. Merci pour ces précisions. Monsieur Benhagen, restez avec nous, s'il vous plaît. Nous sommes également en ligne, je vous le disais,
en début de cette émission avec Robert Bibeau, éditeur du web magazine Les 7 du Québec. Monsieur Bibeau, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les thèmes de désaccord étaient déjà très palpables entre Moscou et Washington. Alors, Monsieur Benajam a énuméré les deux principaux thèmes de désaccord, à savoir la Syrie et l'Ukraine, le théâtre syrien qui a confirmé, bien entendu, les capacités militaires et défensives de la Russie. Alors, aujourd'hui, la question qui s'oppose face justement à ces nouvelles armes russes, quelle sera l'attitude de Washington? Est-ce que, comme l'a souhaité en quelque sorte M. Poutine, alors Washington va écouter Moscou ou bien va adopter une attitude encore plus provocatrice, M. Bibeau? Autrement dit, vous me demandez quelles seront les conséquences, bien entendu, de ce déploiement de force de la part de la Russie. À mon avis, c'est l'aide la plus précieuse dont avait besoin Donald Trump pour justifier ses dépenses militaires que ce déploiement électronique de la part de la Russie. Ça va servir à Donald Trump à rameuter ses alliés existants. Rappelez-vous qu'à la réunion, la conférence sur la soi-disant sécurité de Munich, notamment, les États-Unis, Mattis, ministre de la Défense de Donald Trump, avait eu de la difficulté à rallier l'Europe, qui n'a pas du tout le goût d'être le terrain de la prochaine guerre mondiale face à la Russie. Alors, ça va permettre à Donald Trump de dire voyez, je suis votre protecteur et vous devez accroître vos dépenses militaires, vous devez vous mettre sous notre parapluie et justement, en parlant de cela, America First, nous produisons, nous, aux États-Unis, d'excellentes armes. Si vous voulez en acheter, nous sommes vendeurs. Voilà ce qu'il va y avoir comme conséquence. Tout ceci va entraîner les dettes souveraines de tous ces pays, que ce soit d'Europe, comme de la Russie et de la Chine d'ailleurs, le camp adverse. Des dépenses énormes et des accroissements de dettes énormes pour l'armement, les bombes, etc., qui vont entraîner une réduction conséquente des dépenses sociales pour des dépenses militaires improductives. Tout ça ne peut amener que la fluctuation de la bourse. La bourse va probablement augmenter pour toutes les valeurs militaires, tous les actifs militaires des grandes entreprises militaires, tout en réduisant sur les autres. On peut s'attendre à une dévaluation drastique de la monnaie que j'annonçais cette semaine, justement. C'est comme une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, on annonce la chose et le fait de l'annoncer enclenche sa réalisation. Parce qu'on ne peut pas penser que les peuples du monde vont voir les dépenses sociales diminuer, le chômage augmenter, la monnaie dévaluer et ne rien faire. On peut s'attendre à des troubles sociaux. Auxquels troubles sociaux vont répondre du côté russe? Mais c'est la faute des Américains. C'est eux qui ont relancé la guerre, la course aux armements. Et nous n'avons fait que réagir. Les Américains vont raconter de leur côté, mais c'est la faute à Poutine. Vous rappelez-vous, sa conférence de presse le 2 mars, nous a annoncé ses armes. Il nous a fait un déploiement de force. Nous devons riposter. Et malheureusement, les conséquences à long terme de tout à quoi on assiste, est d'abord la présentation de la nouvelle politique militaire américaine, le 1er février ou le 2, la présentation de la nouvelle politique militaire russe, bien, tout ça nous amène à long terme vers une guerre, malheureusement, je dirais pas inévitable, je veux espérer... Merci, M. Bibeau. Merci. Monsieur Benajam, alors ceci étant dit, faut-il craindre une course aux armements comme au temps de la guerre froide? Et si c'est vrai, alors quel pays en effet serait responsable de cette nouvelle course aux armements, les États-Unis ou bien la Russie?
Moi, mon sentiment, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que l'expression de Poutine dernièrement était absolument inévitable et je pense qu'elle est salutaire parce qu'il devait taper du poing sur la table face aux provocations perpétuelles des États-Unis. Quant à la disponibilité des armes, Russes et Américains savent très bien ce que possède l'autre. Donc l'annonce de Poutine est une annonce politique. Et pour les États-Unis, il n'y a rien de nouveau. Ils savent parfaitement ce que la Russie possède depuis pas mal de temps. Et là, et bien évidemment, la Russie a démontré sa supériorité militaire dans le domaine conventionnel. Est-ce que les États-Unis vont essayer de se mettre à niveau? Les armes états-uniennes conventionnelles sont tout à fait obsolètes. Alors, je ne vais pas passer là en revue l'étendue des armes, mais c'est quelque chose que j'ai étudié de près. Tout le système d'armement états-unien est obsolète. Le système agressif par porte-avions, c'est obsolète. Et donc, pour les États-Unis, se mettre à niveau, ce sera une très lourde bataille et on peut d'ailleurs penser que les États-Unis se perdent dans cette course aux armements comme l'URSS s'était perdu dans les années 80 dans une course aux armements. Voilà ce qu'on peut dire. Moi j'ai eu la chance. Dans la fin des années 90, appartenant au Parti communiste français, j'ai été envoyé en URSS pour évaluer le complexe militaro-industriel soviétique. Donc, j'ai été dans les instituts de recherche soviétiques et j'ai pu constater à l'époque l'avance soviétique dans pas mal de domaines, notamment dans le domaine électronique, que cette avance a été sabotée par Gorbatchev, qui a mis fin à l'URSS, Gorbatchev qui était certainement un agent états-unien, et que quand même la quantité énorme d'ingénieurs et techniciens qu'il y avait en Russie a permis de reprendre un programme notamment en matière d'électronique qui était déjà extrêmement avancé. Donc tout ça n'est une surprise pour personne. Encore une fois, les paroles de Poutine sont des paroles qui sont essentiellement politiques. C'est-à-dire, merci, voilà, Monsieur Benacha. Messieurs, c'est fini. Merci. Monsieur Bibo, alors dans son discours, le président russe a souligné que pendant de nombreuses années, les Occidentaux avaient cherché à contenir en quelque sorte la Russie et ses capacités militaires. Est-ce qu'avec cette nouvelle démonstration de force, on peut dire que l'Occident a échoué, notamment les États-Unis ont échoué dans sa tentative? Non, les États-Unis n'ont pas échoué, tout comme la Russie n'a pas échoué. Qu'est-ce que c'est la problématique auquel on fait face en ce moment? Elle est très, très simple, cette problématique. Ce à quoi on assiste depuis le 2 février, puis le 2 mars, c'est très simple. On a démasqué, en l'espace de 2 mois, on a démasqué toute la phraséologie à l'effet que c'était terminé, ça, l'équilibre de la terreur. Depuis l'effondrement du bloc soviétique, on avait terminé l'équilibre de la terreur. C'est faux. Et tout a été démasqué d'un seul coup. Les dépenses d'armement, les dépenses militaires n'ont jamais cessé de croître. Et on vient de les afficher, et on vient d'annoncer qu'elles vont encore s'accroître. C'est ça que ça annonce, ces choses-là. Puisque les Russes ont fait étalage d'armements sophistiqués, les Américains n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers leur public en disant « il faut investir encore plus dans l'armement, regardez la menace russe ». Facile. Je vous dis, Poutine a rendu un immense service aux États-Unis, à Trump, et Trump avait rendu l'appareil à Poutine 1 mois plus tôt en disant « Nous allons nous préparer à la guerre et nous allons même utiliser l'arme nucléaire, les premiers, et même avec un pays non nucléarisé. » Voilà la menace américaine auquel Poutine ne pourra pas répondre. Ce sont deux
pas des alliés, ce sont des ennemis qui essaient de s'assurer l'hégémonie sur le monde et qui se répondent mutuellement et s'encouragent mutuellement dans ce qui a toujours été une course aux armements. C'est sûr que Poutine s'adressait à deux publics. Il s'adressait à un public intérieur de la Russie. Il s'en va en élection bientôt. Alors, à ce public, il disait, vous savez, on a les moyens de faire face. On est capable de riposter. Et au public extérieur, il disait, faites attention avant de nous attaquer. Nous sommes puissants, nous sommes capables de répondre. Et il parlait aussi à ses alliés chinois. Vous savez, mes amis, nos amis chinois, nous avons l'armement qu'il faut, notre alliance est puissante. On est dans la même stratégie, la même tactique. Ça n'a pas changé depuis l'effondrement du bloc soviétique, simplement que les Alliés ont changé de figure. Merci, M. Bibeau. Ce sont des événements extrêmement dangereux auxquels nous assistons en ce moment et nous ne devons pas nous réjouir de voir l'un ou l'autre camp s'enhardir l'un les autres. C'est dangereux pour le monde. Merci, merci M. Bibeau. Monsieur Benajam, vous avez tout à l'heure évoqué le théâtre syrien, bien sûr le théâtre syrien qui a, comme je le disais, confirmé en quelque sorte les capacités militaires et défensives de la Russie. Alors aujourd'hui, avec ce, si on peut dire, ce nouveau rebondissement en matière d'armement de la part de la Russie, alors ces armes, dans quelle mesure cette présentation d'armes russes va-t-elle influencer les évolutions sur le théâtre syrien, M. Benajam? Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'armée des États-Unis et l'armée russe sont face à face en Syrie, en tant qu'armée. C'est-à-dire qu'il y a des soldats russes en face de soldats états-uniens en Syrie. Voilà. Mais, ceci dit, il faut bien dire que la résolution, dernière résolution de l'ONU sur la trêve d'un mois a été bâtie suite à un accord préalable entre Russes et États-Uniens. Sinon, ce n'aurait pas été possible. Cette résolution est une résolution qui, dans les faits, permet à la Syrie et à la Russie et à l'Iran, permet de poursuivre son combat contre les terroristes. Ça leur donne un blanc-seing, puisque l'article 2 met hors de la trêve les groupes terroristes et leurs affiliés. Donc, selon l'ONU, la Syrie a bien le droit de poursuivre son combat. Nous avons annoncé, nous, Réseau Voltaire, de mercredi, que les troupes russes au sol, l'infanterie russe était présente maintenant en Syrie et combattait dans la Ghouta. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'en terminer. Donc, les paroles de Poutine viennent en appui à cette présence militaire russe renforcée en Syrie et en appui en disant voilà, messieurs, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, à vaincre votre armée de terroristes et nous nous mettons dans une posture de défense. Voilà, tout ça me paraît extrêmement logique et personnellement, s'il ne l'avait pas fait, j'aurais été inquiet. Pour moi, je suis soulagé par ce genre de paroles. Je suis même de très près ce qui se passe dans le Donbass. J'ai des amis français qui combattent là-bas, des amis très très proches qui combattent là-bas. Et je sais parfaitement ce qui se passe. Donc voilà, je peux dire que je suis pro-Auguste. Je ne le cache pas du tout. Merci Alain Benajam, président du réseau Voltaire France. Je remercie également Robert Bibeau, éditeur du web magazine Les 7 du Québec, d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.